Ris, régale-toi à l'infortune des pauvres, quand les bistrots s'enflamment et s'envolent les mots, quand sur tes vieux quartiers se jette la nuit sur les buttes éclairées, on sent revenir la vie. Paris. Des rires assassinent l'innocente clarté des souvenirs difficiles, lumières affolées, décors déchirés par l'attente de l'aurore, horreur des enivrés, Paris. Désormais, fais ce qu'il te plaît. Désormais, fais ce qu'il te plaît. Paris, 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 oh Paris. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 janvier 2024 et vous êtes bien sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Aujourd'hui, c'est l'émission Walkman, l'émission dédiée à la musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Atala Némé. Bonjour Atala. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais impeccablement bien. Tout va bien. Parfait. Donc j'avais hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Donc déjà, d'une part, surtout pour ton histoire et ton parcours de vie. Mais aussi surtout pour ta musique. Ça, on va en parler beaucoup plus tard. Atala, tu fais du rock. Tu viens de nous interpréter le titre Ma Ville, qui fait partie de ton dernier album intitulé Patience Reptile, juste ici, qui est sorti en 2021. Si je pouvais décrire un peu ce que j'ai écouté, tes textes sont poétiques et autobiographiques. Tes chansons abordent la société, la vie quotidienne. T'as une capacité à raconter des histoires profondes et qui résonnent avec un large public. Et tes compositions, elles peuvent susciter des émotions variées, allant surtout de la mélancolie, je dirais, à l'optimisme. La musique est sincère, très authentique, sur une réalité qui a été quotidienne pour toi et qui est quotidienne aujourd'hui. Elle a la capacité de toucher des auditeurs par ses paroles percutantes et l'émotion qu'elle véhicule. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de Ma Ville, que tu as interprété là maintenant tout de suite ? Oui, bah déjà merci pour tout ce que tu viens de dire, hein, c'est cool. Alors c'est très très rare qu'on dise que ce que je fais est optimiste, donc Ouais. ça me fait plaisir. Ma ville, c'est une chanson qui est venue de soirées, de nuits d'errance dans des bars parisiens, des cuites sur cuites. Ça c'est ma vision de Paname à 5 du mat quand tu sors du dernier troquet qui vient de fermer, ou que tu te fais virer du dernier troquet, hein, ce qui m'est arrivé aussi assez régulièrement dans les derniers temps, et dans les derniers temps de ma consommation. Et c'était ma façon de voir voir Paris, quoi. Un Paris... Paris restera toujours poétique pour moi, mais il y avait aussi un côté hyper dégueulasse, j'avais l'impression que Paris se foutait de ma gueule, voilà. Que j'aimais ma ville, mais qu'elle me le rendait mal,
Parce que quand t'es dans l'alcool, t'as toujours ce délire de persécution. Tu vois, le monde entier t'en veut et personne te comprend et t'es un pauvre Calimero, quoi. Ok. Et voilà, cette chanson est venue de soirées d'errance, quoi. Ok, merci. Je vais revenir à, pour commencer, ta musique d'enfance. Les Mystérieuses Cités d'Or, tu m'as donné. Ouais. Je vous propose qu'on se l'écoute très rapidement, pour s'en rappeler quand même. Moi, je l'adore. Cette Le BO, elle est XVIe incroyable. siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. On fera un bon passage. Quel souvenir d'enfance t'assimile à cette musique? Est-ce que t'as une petite anecdote C'était... Non, en fait, ça m'a suivi. C'était vraiment l'aventure. Ce que je trouvais génial dans cette série, déjà, c'est que les personnages principaux, ils n'avaient pas des super pouvoirs, tu vois, ils n'avaient pas des rayons laser, ils volaient pas dans les airs, etc. C'était 3 mômes, donc Esteban, Zia et Tao. Et on était tous, que ce soit moi ou mes potes, on s'identifiait tous à un des personnages, tu vois. Génial. Moi, j'aimais bien le T'étais personnage. qui? Moi, j'étais Tao. Ok, Tao, ouais, j'aime bien le côté gauche, le côté, Ouais, c'est tu vrai. vois, pas très malin, le gars, c'était pas un aventurier, quoi, il faisait pas partie des plus courageux, Je suivais quoi. mais il suivait, mais il avait un grand cœur. Oui. Il était vraiment là pour ses amis, quoi, et c'était une super leçon d'amitié, je trouvais. Et puis, chacun avait sa raison à lui de chercher ces cités d'or. Alors certains c'était pour savoir si ça existait, ce mythe, c'était juste une légende. D'autres c'était pour l'aventure et le fait d'être tous ensemble. D'autres c'était pour la richesse, Ouais, peu c'est importe. Mais il y avait une quête commune et une aventure commune. Et ouais, moi j'étais dedans, mais comme pas possible. Et puis, je trouvais la bande originale magnifique. Ah Je oui, la trouve c'est toujours vrai. magnifique d'ailleurs. Hein. Toujours. Donc, donc voilà, c'était c'était vraiment. J'étais assis sur le canapé, je clignais même pas des yeux, je gardais les yeux grands ouverts pour rien rater, etc. Et j'attendais chaque épisode avec impatience. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs télévisuels. Tu t'imaginais être artiste à ce moment-là ou pas? Pas du tout. Très jeune. Pas du tout. Tu pas voulais du être quoi tout, à ce moment-là? Pas du tout. Bah, Tu t'imaginais faire quoi? Je voulais qu'on me foute la paix surtout. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai un passif qui est assez atypique Ouais, en on va en fait. parler. Et tout ce que je voulais, moi, c'était qu'on me permette d'être un petit garçon comme les autres. C'est tout. Donc je voulais qu'on me foute la paix, je comprenais pas le monde des adultes, que je trouvais très très con. Mais d'ailleurs, je le trouve toujours con. C'est un fait, hein, c'est comme ça. À l'heure actuelle, là, toujours. Ah bah, plus que jamais même. Donc voilà, mais sauf que là maintenant, quand tu deviens adulte, tu as quelques armes pour te défendre. Ne serait-ce que tu as le droit d'ouvrir ta gueule, c'est déjà ça. Quoi. Oui. Quand tu es enfant, tu n'as pas le droit de ça. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que ces dessins animés-là, etc., me faisaient rêver, parce que j'avais besoin d'autre chose, quoi. Donc non, je ne m'imaginais pas du tout artiste, même encore maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je voulais juste qu'on me laisse un petit peu tranquille et vivre mon enfance sans peur et sereinement, quoi. Justement, tu es en train d'évoquer un peu des moments de ton enfance que tu as vécu. On va en reparler d'ailleurs. Mais quand est née cette passion justement pour la musique? À 15 ans. À 15... Ah, donc quand même Ouais. assez jeune. Ouais, mais en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'à 15 ans, je n'avais encore jamais acheté le moindre album, j'écoutais pas de musique ni de radio. Tu vois, j'écoutais rien. Et en fait, c'est pas passion, c'est un terme un peu exagéré. Ce qui s'est passé, c'est que chez un pote, j'ai découvert Led Zeppelin. Et comme autour de moi, j'avais rien de beau, bah là, j'ai découvert un truc magnifique. Je me demandais comment, avec 6 cordes, on pouvait faire un truc aussi parfait. Jimmy Page, c'était juste un poète à la guitare. Et puis bon, tout était parfait. Ça, John Paul Jones, John Bonham, puis la voix de Robert Plant. Voilà, donc à la base, moi, je voulais juste
comprendre comment on pouvait faire un truc aussi beau, aussi profond, aussi grand, avec 6 cordes. Donc, j'ai eu une première guitare, à la base, juste pour apprendre à jouer du Led Zeppelin, pas du tout pour en faire un métier, quoi. Et à 15 ans, tu as appris tout seul la guitare ou c'était- Non, j'ai pris des cours, mais des cours chez un particulier, en fait. Je me rappelle encore du nom de mon prof, c'était Jérôme Westman, un mec génial, un jazzman. Et puis ça le changeait, quoi, parce qu'il m'a dit, ouais, moi, tous les mômes de 15 ans qui viennent me voir, ils rêvent de savoir jouer Guns N' Roses. Led Zepp, ça me change un petit peu. Et voilà, et puis ma maman n'avait pas de quoi me payer beaucoup de cours, donc au bout de 2-3 semaines, j'ai dû lui dire, bah, écoute, je suis obligé d'arrêter les cours parce que on n'a pas les moyens, quoi. Et il a accepté de me donner 1 heure de cours par semaine, gratuitement. Ah, c'est génial. C'est très très beau comme histoire. Hein. Tout a commencé grâce à lui, quoi. Bah, complètement. T'as joué de la guitare avec lui, t'as appris. J'ai joué avec lui, puis forcément, donc pour apprendre à jouer du Led Zepp, bah, la musique, c'est un côté très, très scolaire. Hein, donc tu vas par étapes, etc. Et puis plus ça avançait, plus j'aimais ça. Et moi, déjà qui avais décidé de pas bosser en cours, bon bah là, c'est encore moins, quoi. Tu vois, donc je faisais que ça. Plus j'en faisais, plus ça me faisait plaisir, plus j'étais heureux, plus j'avais envie d'en faire. Je veux bien qu'on parle de ton évolution de style musical. Même avant, j'allais dire de 2018, mais 2018 en soi, ça a été ton premier album. Mais ce que j'ai remarqué en écoutant tes 2 albums, c'est une différence de ce que tu racontes entre les 2 albums, évidemment. Par exemple, hop, pour Anthropophagie, juste ici, Anthropophagie, donc qui est sorti en 2018, tu racontes tout ton passif et tout ton vécu là-dedans, dans ce premier album. Un bilan d'années d'errance, d'alcoolisme, de violence, de tes mois passés SDF. Et ensuite, on a Patience Reptile, juste ici, donc sorti en 2021, qui est pour le coup, là, un après. Tu racontes toute la suite de ce que tu es devenu entre-temps, de tout ce qui s'est passé après la dépression. Mais surtout, tu en parles de cet album, c'est une colère froide, de ce que j'ai compris, contre le politiquement correct. Une sorte de... c'est une libération pour toi, cet album-là. Et donc, voilà, il y a une grande évolution quand même de vie entre ces 2 albums. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ce qui s'est passé, bon déjà moi ça fait maintenant, moi je suis alcoolique mais je ne bois plus depuis plus de 10 ans. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir écrire parce qu'il faut un temps de digestion, tu vois, tu prends du recul sur ce que tu as vécu, puis tu comprends aussi ce que tu as vécu et donc ça permet d'écrire. J'avais vraiment besoin d'écrire ça pour le premier. Je voulais pas que le second soit une redite du premier. Moi systématiquement quand je termine un album, je suis pas sûr d'en faire un autre. Déjà, ça dépend aussi de la production et puis ça dépend aussi de l'envie, quoi. Oui, ça j'imagine. Et là, l'histoire a été très, très particulière. À la fin de l'enregistrement du premier album, j'ai écrit une chanson indépendamment de l'album qui s'appelait Comme on l'imagine. C'était une chanson qui était en hommage à la carrière de Bertrand Cantat et contre le harcèlement médiatique qu'il y avait eu à l'époque autour de sa tournée, quoi. Et puis j'ai dû recevoir, je sais pas, l'équivalent de 300 mails d'insultes en une journée suite à cette chanson. Donc je me suis dit, ok, génial, si je refais un autre album, obligatoirement je la mets dedans. Et puis d'un coup je me suis dit, c'est quand même dingue, on n'a plus le droit de s'exprimer de nos jours, on est tout de suite crucifié. Voilà, si c'est pas politiquement correct, ça va pas. Tu vois. Et là, j'ai eu envie de faire un album qui justement parle de tout ça, qui parle du mensonge, qui parle de la mort d'un bébé, qui parle de choses que malheureusement j'ai vécues ou que j'ai vues, mais dont on ne parle pas, quoi. Donc de nos jours, maintenant on est jugé, crucifié sur les réseaux sociaux, t'as plus le droit de rien dire, sauf dire que le ciel est bleu, que la mer c'est chouette, que le coucher de soleil c'est magnifique. Bon, en fait, tout ce qui m'emmerde. Donc j'avais envie de mettre vraiment tout le crachat possible imaginable dans un album en disant voilà ce que je pense. Je pense que le mensonge, ça peut être très très salutaire, et que parfois même c'est une façon de vivre ou de survivre quand on ne supporte plus. Et ben ça peut être un moyen de se sauver. Je pense qu'on n'a pas à juger quelqu'un qui a purgé sa peine et qui est libre de reprendre son métier qu'il fait depuis 30 ans en l'interdisant de scène par la violence et par les menaces, parce que là ça devient du fascisme. Voilà, en fait, chaque chanson, je parle des attentats du 11 septembre aux États-Unis, justement, mais je ne parle pas des victimes. Non, je parle de la réaction de certaines personnes, tu vois, où d'un coup il fallait absolument dire qu'on était horrifié, faire une minute de silence, des phrases à la con comme t'imagines, ça aurait pu être moi.
Ouais, mais c'est pas toi. Donc voilà, déjà, t'habites pas dans le même pays, et puis c'est pas toi. Donc un peu de respect pour les gens qui, eux, vraiment sont morts. Arrêtez de vous attribuer comme ça les malheurs du monde en disant ah, mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ou alors dites-le si vous le pensez. Voilà. Mais il y a tellement de phrases comme ça dites parce que c'est bien de les dire. Et ben moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça. Et dire, bah, et pas pour faire du choc ou juste ouvrir ma gueule, mais vraiment parce que c'est ce que je pense, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça a donné un album, ça a donné le deuxième album, quoi. Donc souvent, en fait, si je comprends bien, les 2 albums, c'est de la colère. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, complètement. Ça, c'est Parce que le premier, c'est de la colère sur ce que tu as vécu, sur une période de ta vie où tu essayais de t'en sortir. Mais c'est que le ça a grand été dur. drame. Hein. Ouais. Moi, je n'arrive pas à me débarrasser ni de ma tristesse ni de ma colère. C'est hallucinant. Même depuis que tu fais de la musique? La musique n'est qu'un... ça fait un peu péjoratif de dire ça. Mais je veux dire, c'est un moyen de... Une thérapie? C'est complètement thérapeutique. Voilà. Il y a des moments où c'est tellement énorme en moi que j'ai peur de me faire du mal. Ou pire, de faire du mal. Et lorsque j'écris, ça me permet juste de canaliser le truc l'espace d'un instant. Ça sort et c'est bien, et ça revient avec violence après. Donc, je ne sais pas comment m'en débarrasser, mais je sais comment le canaliser. Moi, lorsque je suis heureux, je n'écris pas. Oui. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Quand je suis heureux, je suis très égoïste. Hein. Je m'enferme dans mon bonheur, je veux en profiter du début à la fin, j'ai pas envie de le partager, et j'ai rien à dire. En revanche, lorsque ça va pas, ce qui est un peu plus fréquent, là j'ai vraiment besoin de le sortir. Voilà. On a tous besoin de ça, hein. Ça peut être par le sport, par... Oui, de manière différente. Exactement. Toi, c'est dans l'écrit. Moi, ça a été ça. Voilà, et dans le chanter surtout. Voilà, absolument. J'aimerais bien qu'on passe à ta musique Plaisir coupable. Tu m'as donné « La vie est un long fleuve tranquille, Jésus revient ». Est-ce qu'on peut se l'écouter très rapidement, s'il vous plaît? Celle que je connaissais pas. Quand il reviendra, il fera grand jour pour fêter celui qui inventa l'amour. Au fond d'une étape, il naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et au-delà quoi, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. Alors, par rapport à cette musique... Bon, déjà, pourquoi c'est une musique coupable? Plaisir coupable, pardon. C'est pas le truc que tu mets à fond dans ta bagnole, quoi, tu vois. C'est voilà, non, c'est coupable parce que c'est une gourmandise. Ouais. Voilà, quand ça va pas trop, enfin, quand j'ai envie d'avoir le sourire, plutôt, voilà, je mets cette chanson, et puis voilà. Forcément, je repense à Bouchité, le prêtre rocker avec son grand sourire, là, tu vois, le mec qui a vu la lumière, etc. Enfin voilà, c'est le film La vie est un long fleuve tranquille est juste gigantesque. Et cette scène, pour moi, fait le film. Voilà, c'est voilà. Si je veux être de bonne humeur le matin, je mets ça, et puis ça me suit toute la journée. Ça marche. Je me posais comme question, quelle place a eu la croyance dans ta vie? Parce que d'après ce que je sais, c'est que très jeune, tu fuis Beyrouth suite à une guerre civile. Et donc, avec une petite partie de ta famille, tu vas à Paris. Et donc là, c'est là où ta famille va faire partie des témoins de Jéhovah. C'est ça. Et donc, avec le temps, donc, par rapport à la croyance, à ce moment-là, comment ça se passe pour toi? Moi, je n'ai jamais été croyant. Jamais. Ok. Voilà, c'est juste que j'avais... ma famille était vraiment toute petite. Il y avait ma mère, ma tante, mon cousin et ma cousine. Ma mère était très, très catholique et restait très catholique. Mon cousin est devenu témoin de Jéhovah. Ma cousine, ma tante l'ont suivi. Et moi, mon cousin, comme je connaissais pas mon père, c'était comme mon papa, mon meilleur ami, l'homme que je voulais devenir. Il avait 10 ans de plus que moi. Et lorsqu'il est devenu témoin de Jéhovah, il me parlait plus, quoi. En fait, il passait son temps à lire la Bible, à prêcher, à tout ce qu'on fait dans cette secte. Et donc, comme je voulais pas le perdre, j'ai suivi, quoi. À 12 ans, t'es pas témoin de Jéhovah. À 12 ans, t'as 12 ans. C'est tout. Et donc, j'étais en salle de royaume. Et puis, par la suite, je suis resté témoin de Jéhovah jusqu'à mes 18 ans. Du moins sur le papier.
Et donc, voilà, c'était des études de livres, c'était... Ouais, 18 ans, jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, ouais. C'était les prédilections, c'était les salles de royaume, c'était les jeunes s'interrogent, le tour de garde, enfin voilà, toutes les merdes qu'ils distribuaient allègrement, et qui font que, voilà, c'est ce que je disais, je rêvais qu'on me foute la paix, parce que moi je vivais dans la peur du jugement dernier, la peur de l'Armageddon, la peur de la fin des temps, la peur d'avoir une mauvaise pensée, de faire quelque chose de mal, c'est terrible, quoi. Donc voilà, mais moi personnellement, je n'ai jamais été croyant, jamais. De toute façon, on ne m'a pas demandé si je l'étais. Hein. Oui. Et donc, et justement, donc c'est à quel moment que tu te ressors du coup de tout ce monde de témoins de Jéhovah T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé vraiment à y penser à 17 ans, parce qu'à 17 ans, j'ai arrêté l'école. Je suis parti du bahut, parce que ça me correspondait pas du tout. Donc c'était un premier refus, tu vois, un premier rejet. Et donc ça t'encourage à, tu te dis, j'en suis capable. Et puis à 18 ans, donc je jouais de la guitare depuis 3 ans, j'avais commencé à écrire, et de plus en plus, voilà, tu trouves ta route, quoi. Voilà, je savais pas comment je ferais, mais à 18 ans, je savais que j'en ferais mon métier, ou du moins que j'essaierais. Et c'était complètement en contradiction avec ce qu'on te disait dans les salles de royaume, puis deux, avec ce que j'étais, quoi. Voilà. Donc t'as l'âge, t'as la bouteille, sans faire un mauvais jeu de mots. En tout cas, t'as l'assurance pour dire, voilà, j'en ai marre, quoi. C'était le moment, en fait. T'as appris à dire non. J'ai appris à dire non, j'ai appris à dire merde, j'ai appris à dire je me casse, j'ai appris à dire bon bah tant pis, je vivrai sans l'amour de mon cousin qui allait me manquer, quoi. Mais à chaque fois que tu dis oui à contre-cœur, c'est à toi que tu dis non. J'en ai eu marre de me dire non systématiquement. Donc tant pis, quitte à me planter, quitte à aller droit dans le mur, c'est pas grave, mais j'avais envie de suivre ma route, quoi, tu vois, pour une fois, quoi. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc à ce moment-là, tu te mets à l'écrit, avant de chanter, bien avant de chanter, ouais. Tu écris. Oui, comme dans les témoins de Jéhovah, tu parles pas, j'en ai noirci des pages pour sortir ce que j'avais dans le ventre, quoi, ou du moins essayer. Donc j'ai écrit énormément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire? Est-ce qu'il y avait de la poésie? Il me semble que tu... Tu vois, en fait, en même temps, donc j'ai découvert la musique avec Led Zepp, et puis en allant chez un autre pote qui s'appelait Cédric, j'ai découvert Renaud. Je n'écoutais vraiment, encore une fois, j'écoutais pas de chansons, quoi. J'ai découvert Renaud avec le titre Hexagone. Et ça a été une claque monumentale, parce que moi, j'étais tellement dans un carcan que je pensais même que, légalement, on n'avait pas le droit de dire ce que lui disait dans cette chanson. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, la vache, mais la liberté qu'il y a sur une feuille de papier, c'est juste incroyable. C'est un horizon de folie furieuse. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à écouter vraiment d'autres artistes, d'autres chanteurs, donc des mecs extraordinaires comme Jacques Brel, Ferret, Brassens, Barbara. Et puis par la suite, j'avais besoin de trucs plus marqués au niveau son. J'avais besoin de gros sons, j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin de puissance. C'est là où j'ai découvert Noir Désir, et puis par la suite des groupes comme Damien 16, Miossec, etc. Et donc, ça m'a forcément influencé au niveau de l'écriture. Comme tu as des influences au début au niveau guitaristique, c'est normal. Tout à fait. T'écoutes et t'essaies de faire comme lui ou comme elle, etc. Bon, là, voilà, j'ai essayé de faire comme... Alors, sans jamais y arriver, je veux dire, voilà, parce que les bars sont... Enfin, d'où tu te compares à Jacques Brel, tu vois. Mais c'est juste, tu te dis, bon, voilà, c'est... il m'a donné l'appétit d'écrire, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant que tu as déjà dit, je cite, les mots crient, mais parfois criez pas assez fort. Donc, c'est à ce moment-là que tu as eu besoin de les chanter, ces mots-là. Ouais. Besoin de les chanter pour les hurler. Et ça, j'ai trouvé ça déjà très joliment dit. Et surtout que c'est assez fort, ce que tu dis par là. C'était pas suffisant d'écrire. Non, il manquait quelque chose. Il manquait un truc, tu vois, il manquait juste une puissance, pas forcément un cri, mais ça peut être aussi quelque chose de très retenu, très ventral, très... Au début, je demandais à des gens de bien vouloir chanter mes chansons, parce que t'es déjà pas mal à poil quand t'écris, alors si en plus tu les chantes, tu vois, faut te lâcher complètement, quoi, tu vois. Et je savais pas si j'en étais capable, je savais pas si j'en avais envie, voilà. Et puis, alors c'était vraiment des mecs, des nanas qui ont fait ça super bien, quoi.
parfois même trop bien. Tu vois, parfois C'est-à-dire trop bien. c'est-à-dire j'avais envie de plus d'impureté, de plus de fautes, de plus de côté gauche, de plus de côté bleu. C'était parfois trop propre. Ah, d'accord. C'est intéressant ce que tu Et dis là. parfois, le rock se fait dans l'impureté. C'est comme ça. Le rock, pour moi, attention, Bien sûr. ça n'engage que moi, c'est de sublimer ce qui est moche. Donc j'avais besoin de prendre, si un truc est moche, il est moche, et essayer de trouver un petit peu la perle qu'il y a dans la merde, quoi. Faire du beau avec du beau, ça m'intéresse pas. Faire du vrai avec du moche, ça m'intéresse. Et donc, du coup, à un moment donné, comme c'était systématiquement en deçà de ce que toi, t'aurais voulu donner, parce que c'est pas toi, tout simplement, eh ben, tu t'y mets, quoi. Et là, tu vois que, d'un coup, ça y est, les mots, ce que tu dis, a la profondeur nécessaire. Ça y est, t'as réussi à l'envoyer comme tu le voulais. Bien, mal, etc. Ça, je m'en fous, ça me regarde pas. Mais t'as réussi à dire ce que tu voulais dire et la façon dont tu voulais le dire. Et là, ça devient juste... c'est comme voler, quoi. C'est incroyable. T'es plus là, à ce moment-là. Et le bien que ça fait, c'est incommensurable. Bon, après, tu redescends. Mais sur le coup... Comme on disait, on parle de thérapie. Et là, sur ce coup-là, vraiment, de l'écrire et ensuite le hurler, comme tu c'est dis, géant. crier C'est en géant. chanson. Ou le susurrer, peu importe, mais tu le dis. C'est là et ça a le poids que ça doit avoir. Voilà. Et chacun en fait après ce qu'il veut, ça me regarde plus. Mais déjà, toi, t'en as fait ce que tu voulais, quoi. Absolument. Ouais, c'est ça. Comment on trouve les mots dans tes sons, tes musiques? Comment on fait pour trouver les mots, surtout dans ce que tu racontes? Comment tu sélectionnes ces mots-là? Comment tu les choisis? Comment on les écrit, tout ça? Il n'y a pas tellement de méthode. Généralement, bon, il y a un état d'esprit. Imaginons que tu sois très très triste. Forcément, tu prends ta guitare, la grille d'accords que tu vas trouver, une mélodie va se mettre dessus instinctivement presque. Et cette mélodie et cette grille d'accords va forcément refléter l'état d'esprit dans lequel tu es. Et au fur et à mesure que la mélodie se crée, tu as un mot, une phrase, une tournure d'esprit, une pensée qui va arriver. Généralement, je les note. En disant, tiens, c'est ça que j'aimerais dire, je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais en arriver à ça. Ou alors, je trouve une phrase où je me dis, tiens, celle-là, elle me percute, elle me fait quelque chose. Ok, là, ça me touche, je la note. Et j'enregistre généralement la mélodie et la grille d'accords. Et par la suite, j'écris. Dans de rares occasions, parfois, il y a eu d'abord le texte et ensuite la musique. Mais c'est rare. Mais, souvent, d'abord, ça commence par la musique. C'est une émotion, quoi. C'est un sentiment. Et alors, étrangement, la musique, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes, entre guillemets. Ça vient assez instinctivement. Par contre, les phrases, alors là, je peux y passer... je crois que la chanson la plus longue que j'ai mis à écrire, c'était 6 mois, où je butais, c'était la chanson Esquisse, où je butais dessus. Le premier couplet, tout allait bien, le refrain coulait, et le deuxième couplet, non, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Voilà. Il y avait des phrases, mais faire une phrase pour faire une phrase, ça sert à rien. Faire un truc pour faire un truc, ça sert à rien. Et puis toi-même, tu vas pas ensuite l'assumer. Donc voilà. Là, par contre, pour l'écriture, j'en noircis. Quand je pense au nombre de feuilles, au nombre de pages par rapport au nombre de chansons, c'est même dramatique, quoi. C'est vraiment très peu ce qui reste, quoi, au bout du compte. T'as dit un mot qui était intéressant, assumer. Parce que justement, c'est ce que tu fais. T'assumes beaucoup de choses dans tes textes. Ça a été toujours facile pour toi au début, quand tu as commencé la musique, parce que tu as direct commencé à parler de toi, de choses très personnelles, de ressentis et très personnels. Comment on fait pour assumer et avoir le courage de poser ça sur papier et le chanter? J'ai été guidé. J'ai été super bien guidé par une nana qui m'a accompagné à un moment donné, qui était manageuse en fait, et qui m'a dit, ça c'était en fin 2013. D'accord. Tu vois, c'était au retour, on avait fait une petite tournée en Afrique, et c'était au retour, et elle m'a dit, tu vas pas assez loin dans tes textes. Et je lui ai dit, ouais, pourtant, tu vois, enfin vraiment. Puis je pensais que j'étais sincère, non, pourtant, voilà, t'as déjà l'impression d'en dire beaucoup, ouais. Ouais. Elle m'a dit, ouais, non, en fait, non, t'en dis peut-être beaucoup, ça c'est une chose, c'est pas grave, ça, tu gardes ça pour tes potes, etc., c'est très bien. Mais quand tu écris, le truc, c'est de te faire mal, mais vraiment te faire mal. Il faut que ça fasse l'effet d'un couteau, quoi. Il faut que ça rentre dans la chair, il faut que ça tape sur l'os. Et une fois que tu as vraiment mal, c'est que tu as juste touché la surface du truc. Et là, il faut plonger encore plus. Il faut aller au stade presque de l'intenable pour toi.
Tu vois, te dire, ouais, ça, c'est trop dur. Et même, ça va être trop dur à chanter. Et là, tu auras touché quelque chose. Donc, ça m'a vachement touché, parce qu'elle m'a dit, parce que tu en es capable. Donc, vas-y. Mais la première personne à qui on ment, c'est soi-même. Donc, ne dis pas que tu as tout donné, parce que c'est pas vrai. Parce que lorsque tu donneras tout, vraiment, tu le sauras. Et ça va vraiment te retourner. Et C'est sur fort, le ce coup, qu'elle a dit. c'était énorme, mais, Ouais. mais elle savait de quoi elle parlait, quoi. Et après, bon voilà, donc la phrase, tu la prends, tu as un petit moment de digestion, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, enfin, qu'est-ce qu'elle veut dire, non, j'ai compris ce qu'elle veut dire, comment le faire, Ouais. tu vois, et puis comment le vivre, et puis comment l'assumer aussi, t'en sais rien, mais t'essayes, et c'est là où tu vois à quel point t'étais encore dans la surface, en fait, c'est dingue, hein. C'est pour ça que je dis que c'est thérapeutique, c'est comme lorsque tu fais une thérapie, que d'un coup tu touches quelque chose en te disant, waouh, j'aurais pas pensé à ça. Et la vache, c'est douloureux. Ah bah si c'est douloureux, c'est que c'est bon. C'est qu'on est sur la plaie, là, tu vois. Et c'est là, il faut aller, justement. Et c'est là, il faut oser aller, parce que parfois, ce que tu en ressors, ça te fait pas forcément plaisir. Hein. Et tu te rends compte d'un coup que t'es pas du tout le mec que tu aurais aimé être, ou que tu pensais être, que tu peux être beaucoup plus, je sais pas moi, lâche, fourbe, ou méchant, ou ce que tu veux, peu importe. Mais c'est toi. Et tu commences à avoir une petite clé vers la liberté à partir du moment où tu sais vraiment qui tu es. Moi, je pense que vraiment, les gens qui ont fait les plus grands voyages, c'est pas forcément ceux qui ont fait le tour de la Terre, mais ceux qui ont vraiment réussi à faire le tour d'eux-mêmes. C'est pas juste pour faire une belle phrase que je dis ça. Hein. C'est parce que pour moi, c'est très très difficile. Et en écrivant, eh ben, j'y arrive. Maintenant. Donc du coup, lorsque tu en es là, sur scène, il n'y a plus du tout d'intellectualisation. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est déjà allé tellement loin que t'as pas le choix de toute façon. Une chanson comme Zoé, Zoé, ça parle de ma fille qui est morte. Tu peux pas. Comment tu la retiens celle-là? Tu vois, c'est juste impossible. Donc ou tu l'envoies ou tu fermes ta gueule, mais tu ne peux pas faire de juste milieu. Voilà. Et c'est, enfin, ça décoiffe quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Bah, moi, j'ai pas de cheveux, donc ça va, mais tu vois, mais vraiment, ça fait quelque chose, quoi. Il y a l'avant et l'après. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Quand on sort, tu te dis, il y a eu l'après, tu vois. Un concert doit être forcément unique. Il n'y a pas deux dates qui se ressemblent. Ouais. Tu le fais comme si c'était le dernier, pas comme un truc qui fait partie d'une tournée, tout, on n'en a rien à foutre. Tu le fais, c'est envoyé là maintenant et tu vas crever juste après. Et il faut vraiment rentrer dans cet état d'esprit-là qui fait que là, d'un coup, ça devient jouissif et tu touches un truc qui est tellement beau, tellement précieux, tellement unique, tellement sur l'instant T, que forcément tu te dis, ah bah tiens, si je peux le revivre, ça serait vachement bien. Donc, et donc tu continues. Tu disais justement précédemment que plus tu écris, enfin ton processus de création et d'écrit, t'apprends à te connaître au fur et à mesure. Là, est-ce que maintenant tu te connais? Je te dirai ça à la prochaine chanson, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Prétentieusement, j'ai l'impression que à peu près, pas tellement. J'ai encore des réactions que je comprends pas. Tu vois, tu sais, un peu comme lorsque tu as un gros coup de blues qui tombe d'un coup, tu sais pas d'où il vient. Tu vois, au stade de te dire, je suis en train de devenir fou, quoi. Non, mais je crois qu'on met une vie, peut-être une vie et 3 jours à se connaître. Mais je suis sur le chemin. Voilà. Parfait, merci. La plus belle chanson pour toi, Atala, c'est Brel, la chanson des vieux amants. On se l'écoute rapidement, s'il vous plaît. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
J'aimerais bien qu'on parle de... Donc on a déjà un peu évoqué quand même tes influences musicales. On a Led Zeppelin, Renaud évidemment. Est-ce que tu as d'autres noms, d'autres influences? Ah bah oui, tout ce que je t'ai dit. Parle-moi oui, de tout. Parle-moi de tes influences. Au niveau français, moi je suis très très influencé par le punk français. Donc là je pense à des vieux groupes comme OTH, No Man's Land, Les Garçons Bouchés, Pigalle, Gogol Premier, Les Satellites, Les Shérifs. Ce que j'aimais dans ces groupes-là, c'était plus que la musique, c'était l'attitude. Tu vois, quand t'es môme dans les années 90, le rock c'est quelque chose d'inaccessible parce que ce que tu as, c'est juste des groupes qui sont gigantesques. Donc je parlais des Guns, Guns N' Roses ou Metallica ou de ces groupes-là, qui jouent devant, ou Dire Straits, U2, etc., qui jouent devant des stades remplis de 100 000 personnes. Tu te dis, bon, c'est génial, ça fait rêver, mais c'est pas pour moi, tu vois. Et puis là, d'un coup, t'as des mecs qui arrivent avec des guitares que tu peux te payer, des amplis que tu as, tu vois, sur 3 caisses de bière qui font une scène, la guitare au niveau des genoux, puis qui envoie. Et d'un coup, il t'ouvre un champ du possible. Tu te dis, ouais, c'est possible. Voilà. Puis les accords qu'ils font, là, je les connais. Tu vois. Les autres, ils sortent du classique, c'est autre chose. Et donc, voilà, j'étais... Bon, après, il y a eu des groupes internationaux aussi fabuleux comme Nirvana, quoi, où tu te dis, ah ouais, bon, là, ok. Ouais. Voilà. Et donc, ça donnait un champ du possible. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai vraiment pris... une leçon monumentale lorsque j'ai découvert Noir Désir. Pour moi, il y avait tout dans ce groupe-là, rien que par le nom, quoi, Noir et Désir, donc un côté sombre et poétique, où ils pouvaient aussi bien allier donc la poésie que la puissance du rock. C'était gigantesque. Puis après, Damien 16, Mano Solo. Tu vois, tu veux parler d'écorchure, là, il est juste trop fort. Je veux dire, voilà, il a réussi à sublimer la mort. Ouais, c'est vrai. Faut y aller. Comment il s'appelait ce titre déjà? C'était je vous dirai au revoir. Je suis venu vous voir. Voilà, exactement. C'était sur son album live. Ouais. Avant de partir, il y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Ouais. Voilà, fabuleux. C'était. Elle est belle. Et puis après, voilà, il y a Mieux Sec, il y en a tellement en fait. Mais moi, en fait, j'aime tous les artistes qui arrivent à prendre une plaie ouverte, une écorchure, et en faire quelque chose. Voilà, quelque chose de je sais pas si c'est beau, mais en tout cas qui la transcende. C'est de beau, quoi. Ça peut être beau, mais c'est au-delà de ça. Tu vois, c'est comme la chanson des vieux amants là qu'on a écoutée. C'est au-delà de beau. Rencontrer quelqu'un et écrire une chanson d'amour, c'est relativement aisé. Je dis relativement, c'est jamais simple d'écrire une chanson. Mais quand on vient de se rencontrer, on a des papillons dans le ventre, tout est beau, on a envie, tu vois. Mais au bout de 20 ans d'amour, dire à quelqu'un, malgré tous les orages, malgré les tempêtes, malgré le fait que tu aies pris des amants, etc., au bout de 20 ans, je t'aime encore, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, là c'est fabuleux. Là t'es dedans. Alors je sais pas si c'est beau ou pas, mais je sais que c'est bouleversant, quoi. Tu vois, voilà. Et donc toutes mes influences viennent de là, quoi. C'est tous ces gens qui arrivent à prendre quelque chose et à le mettre à un niveau énorme. Là, j'y crois. Voilà. Une Lara Fabian qui va crier « Je t'aime », j'y crois pas une seule seconde. Après, chacun aime ou écoute ce qu'il veut. Mais voilà, « Je t'aime », on ne le dit pas en hurlant. Pour moi, c'est pas possible. Ça fait peur, quoi. Tu vois. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment faire une thérapie. Non, « Je t'aime », ça se dit dans un soupir. « Je t'aime », ça se dit en demandant « Est-ce que tu m'aimes en retour ?» « Je t'aime », c'est presque une prière. Mais c'est pas un hurlement, quoi. Ou alors, faut n'avoir rien compris à l'amour. Du moins, c'est ce que je pense. La musique sur laquelle tu danses, Midnight Oil, Beds Are Burning. On l'écoute rapidement, s'il vous plaît. Ça aussi, c'était énorme. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back.
Alors Atala, j'aimerais bien qu'on parle de ton rapport avec le public, parce que tu as déjà fait quand même de la scène. D'ailleurs, j'ai surtout regardé celui au Zèbre, le cabaret à Belleville. Donc des performances sur scène, ta rencontre avec le public. Est-ce que tu peux m'en parler ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu ressens surtout ? Parce que tu te livres quand même à un public avec tout ce que tu racontes dans tes textes. Ouais, que mais tu c'est ressens réciproque. C'est vraiment, c'est un échange, c'est un ping-pong qu'il y a avec. Tu le ressens ça ? Ah bah complètement, oui, à 1000%. Voilà, donc c'est une réciprocité. J'ai presque l'impression systématiquement de retrouver des potes. C'est génial, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et j'ai besoin de ce ping-pong. Donc en fait, toi, tu balances de l'énergie et il t'en balance grave. Et ce qui fait que voilà, tu en rebalances aussi. J'ai besoin de ce truc et puis de ce truc de jamais se sentir à l'aise, quoi. Tu vois, t'es toujours sur scène, c'est toujours un combat, quoi. Tu vois, t'es là, t'envoies, etc. T'es là pour qu'il se passe quelque chose et les gens sont là pour qu'il se passe quelque chose aussi, tu vois, pour vivre quelque chose. Et donc, ça peut être de l'énergie, de l'émotion, ce que tu veux. Et puis, j'adore parler aux gens sur scène. Donc, généralement, oui, je prépare une ou deux phrases que j'ai envie de dire parce que c'est important pour moi ou une phrase qui... pour faire sourire ou essayer de faire sourire, mais pas plus, quoi. Généralement, voilà, c'est des choses qui sont très très spontanées et c'est ce qui fait que les concerts sont uniques, quoi. Donc voilà, je dirais que le rapport avec le public, c'est une réciprocité, quoi. Mais d'ailleurs, je me posais cette question-là. Est-ce que tes paroles servent aussi un petit peu à, peut-être d'une part aussi, sensibiliser ton public sur certains sujets, ou pas du tout ? Ou c'est juste vraiment... J'en sais rien. Là, je sais pas du tout. Et puis, moi, je peux pas le savoir, quoi. C'est les gens qui savent, je sais Je pas. me dis peut-être quand t'as déjà peut-être eu des retours sur des Ça gens m'est qui arrivé. parlaient de ça. Ça m'est arrivé, oui. Après certains concerts ou sur des réseaux sociaux aussi. Bien sûr. Oui, ça m'est arrivé. Et ça me flatte. Parfois, ça ouvre aussi à débat, quoi, tu vois, par rapport à des personnes qui vont dire, écoute, moi, oui, j'ai écouté ça, mais je suis pas du tout d'accord. Ah, d'accord. Et c'est cool. C'est cool, tu vois, parce que là, voilà, tu t'en discutes, quoi. Bon, évidemment, si le mec te dit c'est de la merde, bon, bah là, ça clôture tout et puis tu t'arrêtes là, quoi. Mais sinon, ça peut être pas mal. Je parlais de comment on imagine. J'en ai eu des échanges par rapport à ça, tu vois. Et certains qui étaient vachement intéressants. Puis certains qui m'ont dit, où je me suis dit, tiens, ouais, je voyais pas la chose comme ça, mais effectivement, ouais, je peux comprendre. Et vice versa, quoi. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. Et puis, après, dans les moments de concert, il y a aussi le fait que. Je veux dire, c'est pas une conférence, quoi. Ça reste quand même un concert rock pour l'éclate, pour que les gens s'amusent, bougent, pogotent. Enfin, voilà, tu vois, c'est aussi avant tout pour ça, quoi. Parfait. Pour une nuit d'amour, on s'écoute Mieux Sec quand je fais la chose. Je fais l'amour, je me dis qu'on n'a pas changé les draps depuis longtemps déjà. Quand je fais l'amour, je me demande ce que font les autres pendant ce temps-là. Quand je fais l'amour, je pense à ma femme et comment on était beau autrefois. Quand je fais l'amour, j'espère que ça coûtera moins cher que la dernière fois. Quand je fais l'amour, c'est dans des voitures et parfois au fond des bois. Quand je fais l'amour, j'appellerai bien les secours pour qu'ils me sortent de là. Quand je fais l'amour, je me demande ce qu'il y a comme programme sur la 3. Quand je fais l'amour, je me demande combien d'hommes sont morts entre ses bras. Atala, en parlant d'amour, justement, j'ai constaté que l'amour, c'est pas forcément, pas du tout même ce qui ressort dans tes textes. Alors pourquoi et quelle vision as-tu de l'amour ? Peut-être avant et même aujourd'hui, là. Ça dépend de quel amour on parle, quoi. Tout. Amitié, familiale. Alors pour l'amitié, ça je suis carrément l'idée de Jacques Brel, quoi. Pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus, c'est le sentiment le plus fort, le plus noble, le plus grand au monde.
Voilà, l'amitié, c'est sans concession, c'est aimer quelqu'un quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et c'est sans compromis. Donc voilà, l'amitié, c'est quelque chose que je trouve gigantesque. L'amour envers quelqu'un, bah, je suis déjà tombé amoureux. Je sais pas. J'ai l'impression que en amour, tu sais, t'as des grimpeurs, t'as des sprinteurs. Tu vois, c'est exactement comme au cyclisme. Tu Ouais, vois, c'est voilà. vrai. C'est tout. Donc, t'as des gens qui sont doués pour certaines choses et d'autres qui ne le sont pas. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est doué pour l'amour. Voilà. Ok. Peut-être parce que je suis trop égoïste pour donner. Peut-être parce que j'ai trop peur pour recevoir. Cette chanson de Miossec, moi je trouve qu'elle vraiment elle colle super bien pour une nuit d'amour. Tu vois, c'est juste génial déjà. Parce que dans ce cas de figure, la demoiselle peut pas être déçue vu que tu mets la barre tellement basse que forcément bah, ça peut être qu'une bonne surprise. Et puis les clichetons, nuit d'amour, tu vois, avec un feu qui crépite, Ouais. un tapis en train de manger des fraises et tout machin truc. Personnellement, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Tu vois, ça fait amour, gloire et beauté. Moi, je pense qu'on peut vraiment vivre une très très belle nuit d'amour à l'arrière d'une bagnole avec une pute, quoi. Puis là, au moins, tu sais où t'en es. Donc voilà. Donc j'en parle pas parce que les peu de fois où ça m'est arrivé, ça s'est mal passé. Est-ce que ça m'arrivera par la suite? J'en sais rien. Mais voilà, encore une fois, je crois que je suis pas doué pour ça. Et comme tu dis, donc l'amour, enfin, comment expliquer? Surtout quand tu es très heureux, tu veux vraiment garder ça pour toi, quoi. Donc c'est pour ça que dans tes textes, t'en parles pas forcément. Ouais. C'est ça que tu disais précédemment. Et puis être amoureux, c'est vivre à deux. Alors déjà, moi, enfin, c'est être à deux. Vivre, pas forcément, mais être à deux. Déjà, moi, je fais pas mal d'efforts pour être à un. Tu vois, voilà, m'accepter, Ok. vraiment, je fais des efforts pour être mon meilleur pote. Parce que j'ai été mon pire ennemi. Ouais. Donc là, maintenant, je voudrais que ça change. Alors, une fois que j'aurai déblayé tout ça, tu vois, peut-être qu'à 79 ans, je serais capable d'envisager une relation avec quelqu'un. Mais là, pour l'instant, j'essaie déjà d'envisager une relation avec moi, quoi. La musique qui te motive, Atala, Rocky Balboa. On se l'écoute rapidement. Évidemment. Atala, justement, tu me parlais du fait que tu veux d'abord, là, apprendre à t'aimer toi-même et surtout être ton propre meilleur ami. Donc c'est une recherche de paix, surtout. En paix avec toi-même. Complètement. Pour moi, le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est alors là, je suis complètement épicurien par rapport à ça. Le bonheur, c'est la quiétude. Voilà. Quand tu es vraiment en paix, quand tu es dans l'instant présent, quand tu es juste là, parce que tu es là, c'est génial. Là, par exemple, là, ce qu'on vit depuis le début de cette interview, c'est un moment de bonheur. Parce que je suis là et nulle part ailleurs. Okay. Tu vois, je pense pas après, je pense pas avant, etc. Et donc, ça, c'est cool. Et réussir à être comme ça en permanence, moi, c'est vraiment ma quête, quoi. Donc, ouais. Le bonheur, c'est la paix, ouais. Effectivement. La paix intérieure, quoi. Je dirais que toute ta vie a été comme un combat, si c'est le mot qui est adapté. Enfin, est-ce que toi, tu dirais combat ou pas déjà? Parce que moi, j'ai mis combat, mais est-ce que tu voudrais mettre un autre mot? Ça peut le faire. On est mal placé pour se juger. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris cher et que j'ai appris à rendre, quoi. Donc, parti de là, ouais, on peut pas placer un combat, ouais. Encore une fois, c'est un peu paradoxal par rapport au fait que ce que je cherche, c'est la quiétude, mais oui, on peut voir ça comme ça, oui. Est-ce que ce combat est terminé aujourd'hui? Non, il sera terminé quand je serai vraiment en paix. Donc voilà, quand j'aurai, je sais pas, réglé tout ce que j'ai à régler, chaque jour passé est un jour gagné. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je me rendrai compte que, tu vois, c'est un peu comme quand tu arrêtes de boire, quoi. Il se passe pas mal de mois, et puis à un moment donné, tu vois que tu ne penses plus à l'alcool, ou pas aussi fort qu'avant. Et là, tu te dis, waouh, alors que la veille, c'était pas gagné.
Ben, je pense que ça va être à peu près la même chose, quoi. Quelle leçon t'as retenue de tout ça? De tout ce parcours-là, de même le parcours de ta musique là, actuelle Que ça vaut le coup de se vautrer. Dans c'est tous vrai. les domaines, même dans l'alcool. C'est-à-dire que quand tu es dans une dépendance, à la base, tu ne te dis pas, tiens, je vais devenir alcoolique. Non, tu te dis, tu bois pour te désinhiber, te donner le courage de vivre, sourire, oser parler à la nana là-bas qui t'impressionne, machin truc, voilà. Sans un verre, t'aurais pas osé lui dire bonjour, tu vois, etc. Et puis moi, c'était pour me sortir du côté témoin de Jéhovah. Donc c'était pour avoir un petit peu de liberté. Et c'est ce que te donne l'alcool au début, d'ailleurs. Ouais, c'est Ça vrai. te donne ça énormément, et après ça te reprend tout. Voilà. Mais au moins, le côté glauque, le côté bar à pute, le côté baston, le côté etc., le côté vraiment dégueulasse de ce qu'on peut vivre quand on est dans cette dépendance, je l'ai vécu. Là maintenant, quand j'en parle, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre, que c'est une autre vie, mais une autre ouais, personne. carrément, Ah ok. oui. Quand tu rentres en cure, on te dit vous allez avoir une nouvelle vie en sortant. Je me suis dit c'est des conneries. Ça sera toujours moi, mais juste j'aurais fini de boire, quoi, tu vois. Et en fait non. Tu vois tout s'ouvre devant toi. T'as un champ d'horizon de possibles. C'est hallucinant comment l'alcool t'enferme. Enfin vraiment, tu ne vois plus rien. Hormis ta dépendance, tu ne vois plus rien. Et moi je me considérais juste comme alcoolique. C'était plus un être humain, quoi, tu vois. C'est là qu'on t'apprend que non, tu es un être humain, tu t'appelles Atala, tu tiens debout, etc. Et que tu es alcoolique, tu es malade. Donc tu es malade, bah voilà. Ça, entre autres, l'alcoolisme, ça se soigne pas, mais tu peux arrêter les ravages de l'alcool en étant abstinent d'alcool à vie. Voilà. Mais même ça en vaut le coup aussi. C'est-à-dire que si on me parle de dark, je peux dire ouais, je connais. Si on me parle de clarté, je peux dire ouais, je connais. L'important, c'est que quoi que tu fasses, fais-le à fond, voilà. N'aie pas peur, quoi. Gaufre-toi, mange-toi le mur, c'est pas grave, hein. Tu te relèveras avec quelques hématomes, bien sûr, mais tu te relèveras de toute façon, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'en sors, en fait. La vie est trop courte pour être petite. Et une erreur, avant de la faire, tu ne sais pas que c'est une erreur. Alors, fais-le. Et puis après, t'en tireras les leçons. Et t'en sortiras grandi de toute façon, quoi. Ça, c'est Voilà. La musique pour le Nouvel An. Le 31 soir à écouter, c'est Noir Désir pour Atala de Tosta. J'ai toujours du mal à le dire. Tostaki. Tostaki, s'il vous plaît. Merci. Le cerf-volant des bulles s'entend les temps en flèche, diagonale perdue, elle est droite au hasard, des femmes sans visage, à la télé, sage, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Nouvel an, donc renouveau. Moi, je veux qu'on parle de tes projets futurs. Qu'est-ce qui va se passer pour plus tard, là? À moins que c'est secret, confidentiel. Non, pas du tout. Non. Là, en fait, on a fait un duo acoustique avec le guitariste de la formation qui est aussi l'arrangeur du dernier album. On a revisité tous les titres du premier et du deuxième album en duo acoustique, donc guitare, chant, clavier et sample. C'était vachement intéressant comme travail parce que comme les morceaux sont très très rock, il fallait garder la patate, fallait donner une autre, pas identité, mais une autre couleur forcément. Puisque c'est de l'acoustique, fallait pas tomber dans le côté chiant, genre deux mecs qui jouent de la guitare pendant 1h30, c'est hyper relou, tu vois, fallait vraiment qu'il se passe quelque chose à chaque morceau. Et donc on a fait tourner cette formation en festival, en salle de concert, en première partie, etc. Et là, on s'est dit que pour 2024, ce dont on avait envie de faire, c'est même pas français. Ce qu'on a envie de faire, c'est faire tous les petits cafcons, cabarets, etc., tous les petits lieux de concerts parisiens
qui sentent vraiment le rock, qui, tu vois, enfin, les caves musicales, etc. Tous les endroits en fait où on a commencé à jouer et tous les endroits qui puent le rock et le punk, quoi. Donc on avait très très envie de faire une grosse tournée parisienne en 2024. Donc c'est ce qu'on va faire. Et parallèlement à ça, l'écriture du 3e album est terminée. Ah, donc on parfait. va voir, Quand est-ce qu'il sort, vous verrez bien. fin 2024, si on a l'envie de l'enregistrer. Ok. Encore une fois, si la production et si le distributeur nous suit. Et dans ce cas, ça serait un album pour 2025. Voilà. Parfait. Et comment t'envisages l'évolution de ta carrière musicale, enfin là pour les prochaines années, ou peut-être que tu n'y réfléchis pas et que tu fais Je ne ça. l'envisage pas du tout. Ouais. Là, encore une fois, tu sais, quand je dis qu'on fera peut-être l'album, C'est jour c'est le parce jour. qu'on. Tu vis au jour le jour surtout. Ouais, on verra bien. Enfin, faut l'envie, quoi, tu vois. Ouais. Et si ça se trouve, non, dans 5 ans, je serai à Cancale, j'ouvrirai des huîtres, hein, tu Non, vois, c'est j'en ai intéressant aucune comme idée. point de vue. Ok. Non, la musique me rend heureux. Donc je le fais parce que ça me rend heureux. Et si demain j'ai envie de faire autre chose, j'aurai toujours une guitare, hein, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, si je veux arrêter d'en faire au niveau professionnel, voilà. Mais en tout cas, non, si je voulais faire une carrière, j'aurais été banquier, pas chanteur. Donc non, j'imagine pas du tout. J'arrive pas à me projeter comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal aussi en couple, tu vois. Ouais, je vois. La maison, le machin, le truc, le plan épargne-logement et la maison, tu vois, c'est bon. Ouais, non. Non, tu vois, voilà, tu vas avoir la liberté de partir demain si t'as envie, ou même dans l'heure qui suit si t'as envie, quoi. Donc là, pour l'instant, ce qui nous excite et ce qui nous donne vraiment envie, c'est cette tournée parisienne. Donc ça, déjà, on va la faire. Et puis, on verra après. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour plus tard, Atala? Souhaitez-moi d'être bien maintenant. Ouais. Hein, puis plus tard, on verra. Ok, j'en étais sûre. Parfait. Eh ben, merci en tout cas pour cet échange. J'ai Merci adoré. à toi. Merci beaucoup, Atala, Merci vraiment. à toi. C'est cool. Tout de suite, Atala va nous interpréter, Je voudrais être un con, un titre que vous pouvez également retrouver sur son tout premier album Anthropophagie, sorti en 2018, juste ici, et également une reprise de Renaud, Hexagone. Merci beaucoup pour cet entretien en tout cas. Chers auditeurs, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Je souhaite remercier Atala pour sa présence ici à Hugop Radio. N'hésitez pas à écouter et suivre Atala sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, ainsi que son site internet en tapant Atala Némé. Prochainement, on peut le retrouver d'ailleurs en concert à la médiathèque Hélène Baird le 26 janvier 2024 à 19h. Vous étiez avec nous aujourd'hui sur Hugop Radio, la web radio citoyenne associative du 12e arrondissement. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission autant que nous avons aimé la présenter, évidemment. Un grand merci à notre équipe technique, bien sûr. Merci Samuel, merci Mathéo, merci Pierre. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Likez, partagez, commentez, évidemment. On se voit une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, Atala. Merci, vous aussi. Et à bientôt sur les ondes de Hugop Radio, la radio du 12e. C'était Rosie, en vous souhaitant une excellente journée. Au revoir et à la prochaine. À l'intérieur des yeux fermés, je les ferme encore en une charité trouée. Je dresse ainsi cruel, décore mon silence, en dit plus que mes mots. En l'absence de quelque justice, je dresse ce bel échafaud et m'inflige un délicieux supplice. Alors, je voudrais être un con, ne plus me poser de questions. Je voudrais être un con.
Nos jours je ne vis que par habitude. Difficile de rire quand on a de la mémoire. Confiné dans ma désuétude. Et je me remets à boire le cœur au bout des doigts. Sentinelle qui repart au combat. Crois-tu au signe de croix? La Vierge est la putain de ceux qui n'en ont pas. Alors je voudrais être un con, ne plus me poser de questions. Je voudrais être un con. Je voudrais être un con. Je voudrais être un con. Un con. S'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, t'as que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Et ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Il est né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de ne pas se découvrir d'un fil, que le printemps, c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur tous ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie et pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui.
Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain. Ils étaient bien planqués à Londres, il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Il est né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est libanais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons, et pensent oublier dans la bière qui sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Il est né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous vous voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants.